Bonjour, bonsoir et bienvenue en français s'il vous plaît. Ce soir avec Nicolas Don, nous allons essayer d'expliquer aux francophones de Bucarest la campagne électorale roumaine car nous avons des élections le 5-4-3-2 nous allons. Bonjour, bonsoir, bienvenue en français s'il vous plaît. Ce soir, avec Nicolas Don, nous allons essayer d'expliquer aux francophones de Bucarest la campagne électorale roumaine, car nous avons eu de demandes en ce sens. Comme vous pouvez le voir à travers toutes les affiches, le 2 novembre, la Roumanie connaîtra une élection présidentielle. Après 2 mandats de 5 ans, le président Traian Băsescu passera la main. À qui va-t-il passer la main? Comment ces élections vont se dérouler? Telles sont les questions que nous allons aborder ce soir avec Nicolas Don. Bonsoir. Bonsoir, et si vous le permettez Lucas, une précision d'emblée, le 2 novembre c'est le premier tour, le verdict interviendra 2 semaines après, non pas une semaine comme en France, mais le 16 novembre. Le 16 novembre, tout à fait. Jusqu'à présent nous allons avoir en fait 14 candidats pour le premier tour de la présidentielle qui se déroulera comme tu l'as dit le 2 novembre. 14 candidats, c'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme parce que le choix sera évident pour beaucoup, et déjà évident pour beaucoup d'électeurs. Les hésitations, les questions peuvent tourner autour de 3, voire 4 candidats, mais pas davantage. Il y a des candidats très peu connus du public, même des journalistes. Oui, je confirme. Il y en a qui ont réuni un nombre suffisant de signatures, mais que le public et la presse ne connaît pas. On ne connaît pas les motifs non plus de ces candidatures-là. Et ça ne risque pas, étant donné que la campagne roumaine est très différente d'une campagne à la française ou à l'anglaise ou à l'américaine, où les thèses des candidats, les programmes sont très peu diffusés et très peu débattus publiquement et aussi à la télévision, à la radio. Donc c'est dur pour eux de se faire connaître. Et puis finalement, ce sont même pas des candidatures de témoignage. Donc on se demande pourquoi ils se présentent. Est-ce qu'ils se présentent pour avoir peut-être d'une publicité, certains d'entre eux, pendant un mois, parce qu'il y a des temps d'antenne pour chacun d'entre eux et ils ont droit à un passage sur des télés ou à la radio que sinon ils ne pourraient pas avoir? Oui, il y a l'attrait de la gloire, sans doute pour ceux qui ne sont pas connus. Il y a le fameux quart d'heure de célébrité, cher à Andy Warhol. Il y a aussi des politiciens qui sont en reconstruction, qui sont en quête d'un avenir politique et donc qui sont connus des Roumains, mais qui se présentent pour témoigner, pour prendre date, témoigner de leur existence actuelle, qui perdure, et prendre date pour l'avenir. Je pense très nettement à Madame Udrea, par exemple, qui a très peu de chances d'être au 2e tour, mais qui a un parti politique cher au président sortant, Băsescu, qui compte bien être très actif sur la scène politique roumaine dans l'opposition à partir du mois de novembre. Et si elle se présente, c'est pour compter ses partisans et, encore une fois, prendre date pour l'avenir. Il y a un candidat de gauche, Victor Ponta, et un autre, Monsieur Rotaru, qui se définit comme pratiquement comme quelqu'un qui regrette l'époque communiste. Il est le président du parti de l'alternative socialiste. Mais on en parle très peu de lui. C'est très sympa d'en parler parce que les gens ne le connaissent vraiment pas du tout. Voilà, non mais en gros, pour simplifier, il y a un candidat de gauche, l'actuel Premier ministre Victor Ponta. En revanche, une multitude de candidats de droite. Comment cela s'explique ? Bon, là encore, ce que j'aimerais, c'est qu'on précise un peu, ça va être impossible, donc on en rigole tous les deux parce qu'on connaît le sujet. La droite, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement morcelé. Il y a des gens qui se réclament d'un parti de droite ou d'une doctrine de droite qui nous est mystérieusement inconnue parce qu'on n'en parle pas, encore une fois, dans la campagne. Et puis, le gouvernement de Victor Ponta, donc le candidat de la gauche, a tranquillement gouverné pendant pratiquement 2 ans avec un parti de droite, qui était le Parti national libéral, donc c'était l'UCL, rappelez-vous, et ça a donné un programme un peu mixte, socialo-libéral, donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ce qui est certain, par contre, c'est que la cohérence est du côté de la gauche. C'est simple, il y a un candidat, il y a un parti mammouth, héritier du Parti communiste, qui contrôle parfaitement le territoire, qui quadrille parfaitement ce territoire, qui a l'habitude des campagnes électorales, des grandes messes, des meetings,
qui est très bien structuré et qui est en ordre de marche, pas du tout dispersé derrière son candidat. Ailleurs, à droite, allez, on va dire ça par commodité, même si encore une fois on a un mal de chien à définir ce concept de droite ici en Roumanie. C'est très bizarre, c'est des micro-alliances, c'est des alliances qui sont extrêmement volatiles, qui peuvent changer du jour au lendemain. Il y a une multitude de candidats qui certainement ne voteront jamais au deuxième tour pour le mieux placé d'entre eux, même s'ils sont soi-disant à droite, même s'ils sont tous dans l'opposition. Et c'est pour cela que si on en croit les sondages, l'issue du scrutin n'est pas tout à fait incertaine. Ce qui compte, c'est le résultat final, certes. Ça va être intéressant pour les analystes politiques que nous sommes, et moins pour le public, de voir comment s'étalonnent les forces à droite, là encore, mais ça va être disparate forcément, et ça va être une ratatouille, parce que le mot est Macédoine, si vous voulez. On n'est pas loin de la région, qui sera extrêmement difficile à ordonner, et qui se réordonnera une fois que tout ce petit monde se retrouvera forcément dans l'opposition, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au pouvoir. Il n'y aura pas beaucoup de place au pouvoir pour eux après le 16 novembre. Nicolas Don, invité pour décrypter le début de la campagne électorale roumaine pour l'élection présidentielle. Parlons un peu des candidats, Nicolas. Donc, nous avons tout d'abord Victor Ponta, l'actuel Premier ministre. Il est le candidat du Parti social-démocrate, le parti de gauche, à l'élection présidentielle. Il est jeune, 42 ans. Il est Premier ministre depuis 2 ans et demi. Et il est le principal favori du premier tour du scrutin. Et certains disent que même du deuxième tour. Ses avantages, ses faiblesses. Bah écoutez, il y a un miracle d'abord, c'est assez étonnant, il est au pouvoir depuis 2 ans, et si on en croit les sondages, il faut quand même manier ça avec quelques pincettes, mais il perd très très peu de sa popularité. Donc certes, le pays va plutôt mieux qu'il y a 1 an ou 2, les chiffres économiques sont bons, quoique ça commence à être un peu contestable. Il y a une belle croissance inattendue l'année dernière, 3,5%, et Victor Ponta est extrêmement généreux en ce moment avec toutes les catégories d'électeurs là, donc il en distribue un peu, c'est ce qu'en roumain on appelle des bakchiches électoraux, pardonnez-moi la franchise du terme, enfin vous la connaissez en roumain, j'ai du mal à traduire ça, c'est poman, c'est le truc qu'on donne aux pauvres, hein, donc c'est un terme extrêmement péjoratif, et donc il arrose un peu partout, et ça lui assure, paraît-il, des voix, donc ça c'est un mécanisme classique un peu partout, donc ça c'est un atout. La faiblesse qu'il peut présenter, on parle pas morale, on parle pas programme, on parle juste technique et chiffres électoraux, c'est qu'il n'a pas de réservoir de voix au deuxième tour. C'est-à-dire qu'il est censé faire le plein dès le premier tour, d'engranger autour de 40%, disent les sondages. Et après, je pense qu'il peut compter sur le morcellement de la droite que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que beaucoup de candidats votent contre leur propre camp, rien que pour pas les voir au deuxième tour, et que donc ça lui assure pour l'instant, à l'heure où nous parlons, une avance assez confortable, et puis il n'a pas l'air spécialement inquiet quant à l'issue du deuxième tour. Klaus Iohannis, il est le candidat du Parti national-libéral et du Parti démocrate-libéral, qui d'ailleurs viennent de fusionner, ce parti issu du fusionnement de la fusion des deux partis s'appelle déjà le Parti national-libéral. Klaus Iohannis, maire de Sibiu, allemand, protestant, chose protestant, importante, on y reviendra. Voilà, donc il est roumain, mais il est ethniquement allemand. Il est roumain, allemand, et il n'est pas orthodoxe, comme vous l'avez dit, il est protestant. Pareil, avantages et atouts et faiblesses. Bon, je reviens à la Macédoine. Vous évoquiez la fusion PNL-PDL. N'oublions pas que le PDL s'est arraché du PNL à une époque pour aller rejoindre le camp du président Băsescu. Ça a été le parti du président pendant très longtemps. Ils se sont défaits du président Băsescu. Ils sont revenus dans l'opposition à côté du PNL, une fois que le PNL est sorti du pouvoir avec le PSD. C'est extrêmement compliqué à suivre, très très compliqué. Non mais je décris ça pour qu'on comprenne bien le terme de Macédoine. Donc c'est les ennemis d'hier. Le problème de Klaus Iohannis, on l'a évoqué, il est allemand, les Roumains sont pas
très sensible au charme des nationalités qui habitent le pays, les Hongrois, les Allemands. Plus que les Hongrois, ça va, il vaut mieux être allemand que hongrois. Alors on vend quand même l'idée, voilà. Donc on vend quand même l'idée de pourquoi Ioannis. Les Allemands, l'ordre allemand, le savoir-faire, la réussite économique de Sibiu, le fait que Sibiu ait été capitale culturelle de l'Europe il y a quelques années. Les Allemands savent faire des choses, ils savent remettre de l'ordre et ils savent gagner de l'argent. En gros, c'est ça. Cela dit, le camp d'en face mise justement sur une xénophobie qui est réelle, sur un côté non orthodoxe qui est pas du tout à négliger. Donc, je vous assure que dans les églises roumaines, on ne doit pas aimer les candidats non orthodoxes et on le fait savoir aux paroissiens. Et il a aussi également, Monsieur Iohannis, il a un problème de très net. Je sais qu'il était l'invité d'RFI ce matin, que ses déclarations ont fait beaucoup de bruit, qui vont dans un sens moral de la vie politique. C'est plutôt rare et c'est bien de le signaler. Par contre, il manque de charisme réellement. Il a du mal à passer l'écran, comme l'on dit. Il a une allocution lente, un timbre très bas, un sourire un peu trop ultra bright. On fait pas de pub, il n'y a plus de la marque, donc on peut en parler. Ça passe pas beaucoup la rampe. Deux femmes dans ce premier tour. Monica Macovei, ancienne ministre de la Justice, championne de la lutte contre la corruption. Elena Udrea, ancienne ministre des Transports, ancienne conseillère du président Băsescu et qui fait campagne sous le slogan de România frumoasă, la belle Roumanie, parce que elle aussi, elle est belle. Ouais, il y en a un peu plus. Elle joue Elena Udrea, donc elle est la seule qui se réclame très ouvertement du président Băsescu. Monica Macovei n'est plus dans le camp du président tout à fait, qui n'hésite pas à lui lancer des piques à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. Joue sur un physique avantageux, sur le côté blonde, mais pas idiote. Son slogan est difficilement traduisible. Elle est bonne pour la Roumanie, avec toute la connotation sexuelle assumée, et les clips électoraux, on en a vu un avant d'entrer en émission, donc ça joue là en studio, ça joue là-dessus, donc c'est plutôt drôle, c'est de l'humour. Maintenant, c'est de l'humour qui marche ici. Par contre, quitte de son programme économique, quitte de son programme politique, on ne sait pas trop ce que c'est, on l'entend pas beaucoup là-dessus. Il y a des belles déclarations, des paroles, on va, mais on ne sait pas très bien sur ce que ça repose. Et puis, encore une fois, c'est Elena Udrea combien de divisions, ça veut dire président Băsescu combien de divisions. Donc, c'est elle justement qui, à l'issue de ce premier tour, pourra voir quelles sont les troupes, quel est l'électorat qui reste effectivement fidèle au chef de l'État, qu'il personnifie en fait. C'est un peu fort comme terme, mais ça a été vendu comme ça et c'est assumé comme tel. Monica Macovei s'est fait une image d'incorruptible, de ministre de la Justice qui a réformé la justice. C'est vrai qu'elle a été là à l'origine de la création des choses qui font peur aujourd'hui aux politiciens roumains. Ça s'appelle la DNA, ça s'appelle l'ANI, donc tous ces organismes de contrôle, département de lutte contre la corruption qui fonctionnent. On sort des dossiers, les politiciens, les responsables économiques, les vedettes, les hommes d'affaires, comme on dit, sont en prison, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Et ça, ce sont des succès de la DNA absolument incontestables, encouragés par la communauté européenne et par les alliés occidentaux de la Roumanie. Sauf que Monica Macovei, elle aussi, elle a un peu de mal à passer la rampe. Elle a le soutien de quelques intellectuels, d'une partie de la société civile branchée, les fameux bobos, mais il y en a un peu en Roumanie aussi, mais ça s'arrête là. Elle n'est pas très populaire, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de parti, elle n'a pas de structure aucune, elle est très active sur Facebook, sur Twitter, mais encore une fois, ça s'arrête un peu là, et elle a un programme, le Chevalier Blanc, elle a sorti, enfin, ce sont des images de communicants, là, je parle en communiquant, qui ne sont pas très astucieuses parce qu'elles ne parlent pas forcément aux masses. Une élection ne se fait pas avec des élites, mais avec des masses, sur un décalogue, le décalogue des promesses, de la morale, totalement illisible pour un électorat rural qui vote en fonction du sucre ou de l'huile que le maire lui amène en disant vote pour le parti qui t'envoie de l'huile. Il y a aussi Teodor Meleșcanu, 73 ans. Il y a 2 semaines, Teodor Meleșcanu
était encore chef d'un des services secrets de Roumanie, du service des informations extérieures. L'équivalent de la DGSE française. L'équivalent de la DGSE française. Il a décidé de se présenter. Il n'a pas énormément de chance dans les sondages, mais sa présence dans la compétition provoque un vrai débat parce qu'on se demande est-ce qu'il est réellement démocratique qu'un chef des services se présente tout de suite après avoir terminé son mandat. Donc démissionne pour se présenter en fait. Il n'a pas terminé son mandat, il a démissionné. Est-ce que dans une démocratie solide, cela ne prête pas à une ambiguïté certaine? La Roumanie est une démocratie solide, je n'en sais rien, mais on joue sur cette ambiguïté. Les services ici, c'est important. L'ombre des services, c'est formidable, on en fait ce qu'on veut. Le président Băsescu est le premier à avoir jeté un pavé dans la mare en nous annonçant solennellement il y a presque un mois qu'il connaît un candidat qui est un membre des services mais caché, en mission, et qui va le dévoiler. On attend toujours. Enfin, le débat a tourné autour de moi là-dessus. Et puis voilà, M. Meleșcanu qui se présente. M. Meleșcanu est issu quand même de l'ancienne nomenclature communiste, faut pas l'oublier. Il est devenu, c'est un proche de Nicolae Ceausescu, quand même, à une certaine époque, de ministère des Affaires étrangères, et puis il est passé... Il a été diplomate. Les diplomates servaient le... Ouais, mais quand on dit proche de... Proche pas dans son premier cercle, voilà. Mais enfin, une diplomatie qui servait le pouvoir de Nicolae Ceausescu. Il a basculé très rapidement chez les libéraux, le parti historique, national-libéral, et puis là, plutôt une bonne image. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'est... Enfin, ce sont les rumeurs, les analyses plus ou moins farfelues qui circulent, mais celle-là, elle est peut-être pas déplacée. Les services, c'est toujours bien vu par une partie de la population. Et puis, il se présente également, dit-on, pour parer à une éventuelle incompatibilité du candidat qui a toutes les chances de la droite, Klaus Iohannis, de se présenter. Il est embrouillé dans une sombre histoire d'incompatibilité qui est extrêmement longue et compliquée à détailler. Je fais une parenthèse pour rappeler à ceux qui nous écoutent que pour lire la politique roumaine et l'actualité, il faut être docteur en droit tous les jours. C'est extrêmement compliqué parce qu'on se débat entre toutes sortes de textes, de lois, d'alinéas, de décisions qui contradisent les décisions. Il faut vraiment suivre ça au jour le jour. Et encore une fois, le doctorat, je ne sais même pas si ça suffit. Il faudrait peut-être juge à la haute cour, c'est encore mieux. Et donc, on est toujours à la merci d'une décision de justice quelque part. Et donc, on dit que la candidature de Meleșcanu est là pour rabattre sur le PNL un éventuel électorat qui ne pourra pas voter pour Klaus Iohannis parce que Klaus Iohannis ne pourrait pas se présenter. Éventuellement, je dis bien. Nicolas Don, journaliste invité dans le studio de RFI Roumanie. La campagne, Nicolas, a commencé sur les chapeaux de roue avec des scandales. Où il y a le scandale lié à l'appartenance ou non de l'un des candidats à l'un des services secrets. Ce qui est formidable, Lucas, c'est qu'on ne sait ni quel est le candidat, ni quel est le service. Mais on en parle sans arrêt depuis un mois. Il y a aussi un autre scandale, Microsoft, qui a éclaté il y a quelques jours et qui touche 9 anciens ministres de droite et de gauche qui auraient touché des pots de vin importants pour distribuer par la suite pour la licence pour des licences informatiques Microsoft. Il y a un autre scandale qui couvre le scandale EADS. La procureure générale a annoncé que sur un contrat de 700 millions entre la Roumanie et la société européenne, 100 millions se seraient évaporés dans des pots de vin. Est-ce que ça va avoir un impact sur la campagne électorale roumaine? Est-ce que ça a déjà un impact? Écoutez, je suis désolé de le dire, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le public est tellement habitué à ça, est tellement habitué à une corruption endémique, ancestrale, habituelle, où tout se mélange, où on n'arrive plus à savoir qui a fait quoi, mais tout le monde dit ils ont pris, ils ont touché, c'est sûr et certain, sans preuve, quelquefois, sans dossier, sans rien du tout, où l'opinion publique ne demande plus rien. Elle dit tous pourris, tous pareils. Et c'est là que le bas blesse, parce que
on a quand même des institutions qui fonctionnent ici, j'en parlais tout à l'heure, que ce scandale Microsoft que vous évoquiez a été déclenché non pas en Roumanie mais aux États-Unis. Ce sont les Américains qui ont levé le lièvre, si je puis me permettre, et que c'est la suite de l'enquête américaine qu'on voit maintenant en Roumanie, à un niveau très élevé. On nous promet des étages nettement supérieurs à celui auquel nous nous trouvons aujourd'hui, avec des politiques encore plus haut placés impliqués dans ce scandale. Le problème est que on est tellement habitué en Roumanie qu'on est résigné. Or, le jour où l'opinion publique roumaine dira stop, le jour où, comme dans des démocraties occidentales, le public n'est plus patient, le public ne peut pas accepter cet état de fait. Il y a de la corruption partout, il y a de la corruption en France, il y a de la corruption au Canada, il y a de la corruption aux États-Unis, mais il y a ce que les Américains appellent des checks and balances. Je prends de la France, de l'affaire Big Malion, c'est des soupçons. On n'a pas attendu 3000 ans pour que ça sorte. C'était hier. Nicolas Sarkozy est en plein dedans lors de son retour, et le public ne laissera jamais passer cette affaire. Les juges non plus d'ailleurs. En Roumanie, ce n'est pas le cas. Tant qu'on n'aura pas confiance ni dans les juges, ni dans une opinion publique qui s'exprime réellement et qu'on peut compter sur elle, il n'y aura pas ce fameux équilibre des pouvoirs qui interdit aux juges de négliger certains dossiers et qui fait de l'électorat un public inerte, amorphe, qui n'attend pas grand-chose des politiques et qui n'est plus choqué par quoi que ce soit. Une dernière question, Nicolas Don. La campagne électorale vient de commencer. Le premier tour de l'élection présidentielle est le 2 novembre. À quoi doit-on s'entendre dans cette campagne? Quel sera, par exemple, ou quels seront les principaux thèmes de débat? Il n'y en a pas, Lucas. On en parlait. C'est dramatique. Donc, on sait très peu de choses sur le programme économique des candidats. On sait très peu de choses sur le programme social. La politique étrangère, j'en parle même pas, mais j'y reviendrai en fin de propos. Je suis le plus beau ou le moins pourri ou le plus crédible, élisez-moi. Et puis ça s'arrête là. Par contre, il y a une constante et ça c'est important de le préciser parce que je m'adresse aux francophones et qui se demandent à quoi sert l'Europe. Eh ben, ça sert un peu à ça. C'est que la politique étrangère roumaine, quel que soit le candidat qui l'emportera, restera la même. Et la politique étrangère roumaine est la garantie de l'évolution de ce pays sur une voie démocratique et dans le cadre de l'état de droit. Et je m'explique. La Roumanie est membre de l'Union européenne, c'est le 7e pays de l'Union européenne. Elle ne sortira pas de l'Union, quel que soit le candidat. Elle n'a pas d'autre choix que le choix européen à l'heure actuelle. La Roumanie est surtout membre de l'OTAN, et c'est là que les choses sont vraiment importantes. Elle a pris une place très importante en disant, on a fêté cette année les 10 ans de la Roumanie au sein de l'OTAN. C'est une place de plus en plus importante qu'elle prend à la fois par le savoir-faire des militaires roumains et des diplomates qui sont encadrés au sein de l'Alliance, et j'en veux pour preuve là ce qui s'est passé au tout début du mois de septembre lors du dernier sommet de l'OTAN où la Roumanie était chargée de la protection cybernétique de l'Ukraine, de superviser et de conduire ce programme de protection, où les soldats roumains ont été priés de prendre en charge, à l'autre bout du monde, la sécurité de 2 aéroports afghans qui sont très compliqués à protéger, Kaboul et Kandahar, où la Roumanie a participé à des manœuvres militaires en mer Noire et à des manœuvres terrestres en Ukraine. Ce qui est sûr et certain maintenant, et personne ne s'en cache, c'est que l'Alliance, étant donné la tension permanente en Ukraine, avec un cessez-le-feu très fragile dans l'Est, avec le problème de la Crimée qui n'est toujours pas réglé, l'OTAN va se développer, va se renforcer sur ce flanc Est, ça veut dire la Roumanie et la Pologne, mais enfin surtout la Roumanie, et donc la voie est très clairement tracée, et ça ne changera pas, quel que soit le monsieur ou la dame qui sera au palais de Cotroceni. Nicolas Don, merci, et nos auditeurs vous remercient aussi pour cette séance de décryptage.